Salam alaikum, Azul, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Il n'y a rien que le temps ne dévoile, tôt ou tard. Ad-dahr tawil ou kshaf. Et ce qui se passe en Algérie, en ce moment, ne déroge pas au principe, à la marche de l'histoire. Le vent des jours a soufflé sur les scories du mensonge, dont les couches successives se sont trop longtemps accumulées. Le vent a soufflé. Et il a mis à nu le roc inaltérable de la vérité. As-Sahban. Une vérité qui se dresse de toute sa terrifiante ampleur et qui vient secouer les traits rares de nos compatriotes qui s'étaient laissés tromper par ces prédateurs qui tiennent notre pays entre leurs griffes. Oui, la vérité nous apparaît désormais telle qu'elle est. Ce régime, que dis-je, cette mafiocratie, et qui se distingue par tant et tant d'ignominie, ne s'est même pas rendue compte elle-même qu'elle creusait sa propre tombe, qu'elle s'était mise à dévorer ses propres entrailles, à jeter ses propres sbires, ses propres nervis, ses propres clientèles en pâture à un peuple ivre de liberté et de dignité, et décidé à chasser de sa vie tous ces charognards qui se repaissent de la chair vive de sa nation. Oui, ils nous jettent leurs affidés en pâture, croyant pouvoir nous tromper sur leur véritable nature, croyant nous faire oublier que c'était eux, hier seulement, qui les protégeaient, ces gens qu'ils nous jettent, qui les accompagnaient dans la rapine, qui leur ouvraient nos banques et leur offraient nos richesses en butin, partage, en ripaille. Oui, le vent de la liberté a soufflé sur ce pays emblématique de la liberté. Et le mensonge de la mafiocratie est apparu à la face du monde. Le menteur est éventé, il est nu. Il ne savait pas, ce régime, qu'un menteur efficace, il lui fallait avoir la capacité de compenser les effets de son mensonge par le savoir-faire, par l'habileté, la roublardise, qui ne devait pas scier la branche sur laquelle il était assis. Oui, il manquait à ce régime une conformation vitale, la compétence. Il s'était fondé sur le mensonge, la subversion, la violence, la corruption de masse, l'élimination systématique des valeurs vraies pour les remplacer par les pires dispositions qui soient, mais tout ce qu'il entreprenait, ce régime, tournait au désastre parce qu'il ne sait rien faire d'autre que de mentir, voler, user de la violence contre quiconque osait le contrer. À force d'incompétence et à force de stupidité, faut dire le mot, il avait fini par réaliser les pires exploits imaginables, à tout rater de ce qu'il disait entreprendre, à rabaisser tout ce qui avait été réalisé avant lui et malgré lui, à tout dégrader à des rangs les plus bas du monde, le Parlement le moins élu du monde, l'une des pires universités du monde, des pires écoles du monde, des pires systèmes de santé du monde, des pires agricultures du monde, des pires hydrauliques du monde, des pires tourismes, des pires justices, des pires urbanismes, des pires transports du monde. Et je ne vous cite là que quelques-uns des sinistres prodiges que ce régime a accomplis avec un brio qui laisse songeur. Un de mes amis, Rabbi Rahmou, me disait il y a quelques années à Maskar,
que si en 1962 nous avions grassement rémunéré les plus grands experts en sabotage du monde, et que si nous leur avions demandé de miner ce pays de fond en comble, de le réduire à la ruine intégrale, ils n'auraient pas pu mieux faire que ce que nos mafiocrates ont réussi. Et pire que tout, pire que cet avenir de nos enfants qu'ils ont gravement compromis, c'est notre âme profonde, l'âme du peuple algérien, l'âme algérienne, que plus de 2000 ans d'invasion et d'occupation successives n'ont pas réussi à réaliser. Ces monstres l'ont fait. Puisqu'ils ont pu extirper de notre être collectif, de notre vieille mémoire, nos valeurs les plus sacrées, les plus indestructibles. Fort heureusement, ils ne nous ont pas tous pervertis, n'y ont pas réussi. Il n'y a qu'à observer cette catégorie de gens, ces zombies, ces kafzines, ces bagara qu'ils ont créés à leur image. Ceux-là même qui aujourd'hui les soutiennent contre leur propre peuple. Oui, mais ce régime ne fait pas que mentir. Il ne fait pas qu'être incompétent. Il est pire que cela. Il est d'une stupidité abyssale. Pourquoi, diriez-vous? Tout simplement parce que ceux qu'il sert, ces forces étrangères dont il est le proconsul, ont besoin d'imposer à la tête du pays des gens non seulement sans scrupules, non seulement incompétents, mais dont l'intelligence doit être très limitée. Ça coule de source. Et c'est une règle valable dans toutes les anciennes colonies où l'ancien occupant installe ses nervis, ses mercenaires, où il les impose tout en les laissant le critiquer Zama pour la forme, pour enfumer les masses. Oui, ils critiquent tous l'ancien occupant qui les a imposés à la tête de leur peuple respectif, dans le même temps qu'il les laisse, cet occupant, cet ex-occupant, le nouveau maître, dans le même temps qu'il les laisse blanchir chez lui l'argent sale qu'ils ont pillé à leurs malheureux compatriotes. Et il les laisse installer leurs pénates chez lui, leurs bobonnes, leurs rejetons, leurs fortunes. Oui, ils sont choisis parmi les pires et eux-mêmes aussi, par mimétisme imbécile et pour entrer dans les mêmes logiques, procèdent d'eux-mêmes et ne choisissent à leur tour, pour les désigner aux postes et aux charges les plus importants du pays, que les plus stupides, les plus voraces, les plus abrutis, les plus incompétents, les plus sales. Et vous pensez que c'est par hasard que durant le règne de la Bouteflikaï et de la junte qui l'a protégé, c'est par hasard que les Ould Abbas, les Sellal, les Sidi Saïd, les Ouyahia, les Tartag, les Roul, les Louh, les Melzi, les Zour, les Kouninef, les Haddad, et tous ces généraux insatiables, et tous ces chefs de partis comiques, et tous ces patrons de presse marrons, et tous ces présidents d'associations crasseux dans la tête. Vous pensez que ces gens qui brillent tous par leur infinie stupidité ont été choisis pour un autre critère que pour leur stupidité, couplée à leur absence de conscience? Non. Il n'y a rien de fortuit dans le choix de ces hommes et de ces femmes aussi. Ils ont été placés en orbite par sur les mêmes critères qui ont prévalu à la désignation de leurs maîtres, de ces agents qui ont été imposés à l'Algérie par leurs protecteurs étrangers. Et parmi ces critères, la combinaison de 3 valeurs sûres: le mensonge, l'incompétence et la stupidité. Et c'est cela qui ressort aujourd'hui avec la très absurde et très révoltante annonce du chef de la junte sur la convocation des élections présidentielles. Tellement hallucinante qu'il faudra quelques jours aux Algériens pour pouvoir assimiler, comprendre ce qui vient de se produire.
la convocation par le chef de la junte du corps électoral et même la fixation de la date des élections au jour près, le 15 décembre, est juste une immense provocation, comme si les forces cachées cherchaient à faire exploser le pays. Et c'est là où le constat s'impose. Dans toute son incroyable ampleur, le mensonge grossier, l'incompétence crasse et la stupidité infinie. Mensonge parce que le même chef de la junte n'en finissait pas de nous annoncer jour après jour que l'armée ne se mêlait pas de politique, alors que nous savions tous que c'était l'armée et une puissance étrangère qui avait imposé le 4e mandat de Bouteflika, alors qu'il était complètement pété, excusez pour le terme, il avait complètement brûlé tous ses fusibles. Un chef de la junte qui n'en finissait pas de nous jurer que l'armée se confinait à ses seules attributions constitutionnelles et qu'elle s'interdisait de faire de la politique. Alors qu'il qualifiait ceux qui s'opposaient au 5e mandat de mains étrangères qui cherchaient à déstabiliser le pays. Je cite ses propres termes. Et je passe sur tous les mensonges qu'il nous débitait, d'abord une fois par semaine, puis 2 à 3 fois par semaine. Mais s'il n'y avait que le mensonge, non, il y a aussi, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, la stupidité et l'incompétence. Parce qu'il aurait pu, ce chef de junte, et la junte qui se cache derrière lui, il aurait pu faire en sorte que ce soit leur président fantoche, le pitoyable Ben Saleh, qui soit missionné pour violer la volonté du peuple et la Constitution en faisant comme si c'était lui, Zama, qui convoquait le corps électoral. Ils auraient au moins sauvé les apparences. Non, il fallait vraiment mettre les pieds dans le plat. Il fallait mériter ses attributs. Il fallait entrer dans ses propres logiques, dans celle surtout qui fait que la phalène soit fascinée par le feu qui l'attire et qu'elle s'y brûle les ailes. Il n'y a rien que le temps ne dévoile. الدهر الطويل وكشف.
Algérie, le chef de l'armée en général président. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Idir Honoran, analyste politique. Merci Idir d'être avec nous. Merci pour l'invitation, heureux de vous retrouver en pleine forme. Et je précise, par honnêteté intellectuelle, encore que vous me le reprochez souvent de ne pas en avoir suffisamment, que c'est à vous que j'ai piqué le titre d'émission d'aujourd'hui. Tout à l'heure, Idir est en train de préparer quelques questions comme ça. Je suis penché sur son épaule, je l'ai piqué, ça m'a tellement plu. J'espère que vous n'avez pas fait ça à l'école. Justement, j'étais expert en la matière. Certainement, il n'a pas fait l'école qu'a fait Gaïd Salah. Ah non, je vous rassure. Et donc, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA, j'aimerais que le jour viendra, Brahim Younsi, où vous arrêterez de vous présenter comme ancien cadre du MDA. J'y tiens. Ah bon, tant pis pour vous. Cher Brahim, c'est votre filiation. Absolument. Ah bah, tant pis. C'est dommage, hein. Moi je ne le porte pas beaucoup dans mon cœur. Donc pour les gens que j'apprécie comme c'est Brahim. C'est gentil. Merci beaucoup. Et Saïd Aknin, j'aimerais qu'on corrige le prénom de Saïd, c'est Saïd Aknin. Saïd, il tient beaucoup. Militant pour la. Et il est heureux. Il est heureux. Depuis. Et je rappelle qu'il vient de se marier. Justement. Et il est heureux. Ouais. Et nous sommes tous heureux avec lui. Et nous le félicitons encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Alors, mes chers amis, d'abord, question comme ça, j'allais dire à froid, à chaud, puisqu'on en a suffisamment parlé déjà. Comment vous expliquez cette sortie de M. Gaïd Salah qui se lance? Avant cela, Oui. si vous me permettez, vous avez parlé beaucoup du pire. Oui. Gaïd Salah est, me semble-t-il, dans la politique du pire. Par choix ou parce que c'est son penchant naturel? Je crois que c'est son penchant naturel. D'accord. C'est dans la politique du pire où il se sent le mieux. Et il l'a démontré tout au long de son parcours. Ce qui a dit déjà tout ce qu'il fait de bien, il le fait mal. C'est vous qui l'avez cité un jour. Et tout ce qu'il fait mal, il le fait bien. Bien, tout à fait. Et il n'y a pas pire politique que celle du pire. Et Gaïd Salah ne le sait peut-être pas. Ce qui le pousse à faire cela, c'est parce qu'hélas, il faut le dire, je pense que Idir et Saïd seraient d'accord avec moi, qu'il a entendu certains appels. Du pied? Plus que cela, audibles, très audibles. Ah, d'accord. Très audibles, de certains partis politiques, de certaines personnalités, je mets des guillemets, qui appelaient à une élection présidentielle et qui insistaient sur l'élection présidentielle, qui refusaient la transition vers une constituante ou pour une constituante. Ceux qui ont reçu ce groupe, je l'appelle groupe adultérin, ce qu'on appelle un panel, qui ont discuté, qui ont conféré avec ce panel, je mets des guillemets, ont conforté la position du chef d'état-major et des partisans de l'élection présidentielle, alors que le peuple n'est pas dans l'élection présidentielle. Ces dispositions-là, déjà. Absolument. Mais Brahim aussi. Le peuple criait un slogan ces dernières semaines de Karim Younsi à la poubelle. Non, pas Karim Younsi, merci. Karim Younsi. Ma famille est tellement grande que je n'en veux. Karim Younsi à la poubelle, pardon pour ce je ne veux pas l'intégrer dans ma famille. Mais finalement, c'est Gaïd Salah qui l'a mis à la poubelle par cette déclaration. C'est une fin de mission, on ne peut plus clair. Oui. Ça, c'est évident. C'est son mentor, c'est son commanditaire qui l'a lui-même mis à la poubelle sans même le consulter, ni même le lui laisser une sortie honorable à la limite. Ce n'est pas la première fois que cet homme, dont je ne veux pas toucher à la dignité, est jeté à la poubelle. On s'en est servi comme d'un Kleenex, pour ne pas faire de publicité. Mais le chef d'état-major s'en est servi. Alors, sur cette même question, comment expliquez-vous cette sortie de... Oui. Par cette sortie-là, Oui. Gaïd Salah
donne satisfaction uniquement aux adversaires de Bouteflika. Mais il refuse d'aller dans le sens du peuple qui revendique un changement radical du système. Mais Brahimi aussi, juste au sujet des partis dont vous avez parlé qui ont suggéré de faire passer des élections ou d'autres avant les élections ou d'autres. En fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que le peuple rejette toutes les élections en gros et en détail qui sont organisées par le régime. Ce ne sont pas les élections qu'il rejette. Au contraire, non. Il appelle les élections de ses voeux, qu'elles soient présidentielles ou du corps constituant, là c'est au peuple de décider. Mais le problème qu'ils font mine d'ignorer, c'est que le peuple rejette le fait que ce soit un régime corrompu, corrupteur, fraudeur, qui organise ces élections. On ne peut être que d'accord là-dessus. On ne peut être que d'accord là-dessus. Ouais. Mais le peuple veut aller vers un changement de régime, un changement de système. Radical. Radical. Et total. Moi, je dirais pour Brahim plutôt un changement de système, parce que le régime est à choisir après, dans la future. Voilà. Suivant ce que le peuple choisira, bien évidemment. Au-delà du fait que le président général convoque le corps électoral, donc ce n'est pas dans ses attributions constitutionnelles, c'est un viol de la Constitution, mais il a déjà considéré la Constitution comme un self-service. Il prend ce qui l'arrange, il rejette ce qui l'arrange, ce qui ne l'arrange pas. Donc ça, il faut le noter, il faut l'observer. Cependant, il y a un peu de dignité à avoir. Je me demande que fait le président d'État, là, actuellement. A-t-il les prérogatives de mettre fin aux fonctions du général Gaïd Salah ? Non. Il a la seule prérogative, c'est de préparer les élections, justement. Oui. Ouais. Non, mais c'est important de le dire. Cette élection présidentielle, si elle n'est pas précédée d'un climat d'apaisement, que les partis politiques, les véritables partis politiques d'opposition, puissent décliner les projets, comment organiser cette transition. Est-ce qu'on va aller sur un processus constituant ? Est-ce qu'on va simplement aller sur une déclaration de constitutionnalité ? Est-ce qu'on va vers une constitution, comme l'appelle le FFS et beaucoup d'autres partis ? Ces questions sont des questions éminemment politiques. Monsieur Gaïd Salah pense qu'il va régler les problèmes de l'Algérie en convoquant une élection présidentielle. Elle ne règle les problèmes ni dans le fond, ni dans la forme. Parce qu'après, qu'est-ce qui va suivre ? On a une assemblée fantoche. Une assemblée fantoche qui n'existe pas. Une reprise parlementaire, il paraît qu'il n'y a même pas 10-15% de parlementaires qui sont déplacés. Ça, c'est un. Un Sénat où il y a un tiers présidentiel. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que toute la Bouteflika, excusez-moi, sont en détention provisoire. Il faut dire aussi que M. Gaïd Salah a été nommé, il tire sa légitimité du président Bouteflika. Il ne faut quand même pas l'oublier, ça. Donc depuis 2004, c'est ça ? Depuis 2004. Est-ce qu'il peut, lui, en tant que chef d'état-major, et je parle d'un point de vue politique, moi je n'ai pas d'attaque à dominer sur M. Gaïd Salah, il fait peut-être son métier de chef d'état-major très bien, mais par ailleurs, c'est un piètre politique. Parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il convoque une élection présidentielle dans des conditions pareilles, où le peuple s'exprime, le peuple dans toute sa diversité, dans tout son côté transgénérationnel, dans toute sa beauté, dans toute sa révolte qui gronde, ça va pas régler le problème, M. Benchnouf, je suis désolé. Ça va l'accentuer. Et vous croyez à cette rumeur qu'on est en train de faire circuler que M. Ben Salah aurait refusé d'obtempérer aux ordres de Gaïd Salah de convoquer le corps électoral ? Ça, au niveau de l'information, je pense que seuls les cercles initiés et les rapports endogènes entre la présidence... Mais vous y croyez, connaissant l'homme ? Moi, je ne connais ni l'un ni l'autre. Je sais une chose, c'est que M. Gaïd Salah s'érige en président de la République et ce n'est pas dans ses missions. Et qui plus est, moi, où ça m'étonne aussi, c'est que parallèlement, on n'a pas beaucoup de déclarations d'hommes politiques. Oui, condamnant cette attitude. Idir, Ben Salah est connu pour être très servile aux ordres de Gaïd Salah, il ne bouge pas une oreille. La preuve, c'est que quand il l'a fait reconduire à ce deuxième mandat, il l'a fait reconduire de façon anticonstitutionnelle. Tout à fait, il est illégitime. Il est illégitime. La seule façon de le reconduire aurait été celle du décès lors d'un deuxième tour d'un des deux candidats. Et encore une reconduction pour 60 jours, pas plus. Or, il a été reconduit de façon anticonstitutionnelle. Il n'a pas branché une oreille. Qu'est-ce qui l'aurait empêché de convoquer le corps électoral sur ordre de Ben Salah ? Pourquoi est-ce que c'est c'est Gaïd Salah qui a, en tant que général, chef de l'armée, plutôt chef de la junte, convoqué lui-même le corps électoral et fixé les présidentielles au 15 décembre ? Vous l'avez très bien dit dans votre édito, vers la chute de l'édito.
Ibrahim, quand il est intervenu tout à l'heure, il a dit c'est une provocation de plus. On veut nous amener dans une stratégie, parce que là, et tout le monde s'accordera à le dire ici, puisqu'on essaie d'observer ce qui se passe, on est dans une stratégie de la tension permanente. Et peut-être que maintenant, le chef d'état-major... Elle serait entretenue, excusez-moi, cette tension je termine, parce que Saïd veut parler, là, il faut lui laisser la parole. Cette stratégie de la tension, elle peut se transformer en stratégie, pas de la tension, mais du chaos, du désordre. Ce serait fait exprès? Ce serait délibéré? Je ne dis pas que c'est délibéré, c'est des hypothèses. Tout est possible, M. Benchenouf, parce qu'il s'agit d'un pouvoir à l'échelle de la nation. Et la nature du pouvoir algérien, qui date du mouvement national, ce pouvoir ne se partage pas. Ça, c'est très important. Il ne se partage pas. Mais c'est comment aller vers, disons, le moindre coût. Là, à ce moment-là, on parlera des projets tout à l'heure. Voilà. Merci Jamaldine pour l'invitation. Heureux de te retrouver. Merci. Je tiens ici à te présenter des salutations chaleureuses, fraternelles, de beaucoup d'Algériennes et d'Algériens Merci beaucoup, que j'ai rencontrés et que chacun des pas que très ému, merci beaucoup. Que j'ai fait, je l'ai arpenté avec l'esprit en pensant à tous ceux qui ne peuvent pas rentrer au pays. Sachez une chose, que les Algériens vous adorent, que les Algériens vous aiment. Et nous aussi, on les aime. Et qu'on peut éloigner, faire exiler des Algériennes et des Algériens de l'espace en tant que physique, mais jamais on va le faire du cœur des hommes et des femmes de dignité et d'honneur. En ce jour, on est le 3 septembre, ce jour me rappelle un triste événement, celui où le colonel Chabani fut fusillé. C'était en 1964. On peut le rappeler, ça. 1964. Ah, d'accord. Ce jour... c'est le jour anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour Merci de l'avoir anniversaire. rappelé. Merci. D'abord, on lui rend hommage. Merci. On le rappelle avec... à la mémoire de tous. À la mémoire de tous. Oui. Si Chabani fut fusillé, c'est parce que le système l'a décidé. Ce système, en effet, il est nourri par la politique du pire. Il est fait par ce chantage au chaos. Mais quand on a été nourri dans le pire, on ne produit que du pire. Le commandement militaire, c'est lui la colonne vertébrale du pouvoir en Algérie. Il est vrai que ces déclarations sont anticonstitutionnelles. Il est vrai que c'est un barreau d'honneur aux institutions. Il est vrai qu'il prouve encore une fois que le pays est pris en otage par le commandement militaire. Mais pour comprendre le discours de Gaïd Salah, on va essayer de le placer dans la logique militaire. La logique militaire, aujourd'hui, ils croient qu'ils sont assiégés. Et après avoir tiré un coup de sommation la semaine dernière en menaçant, aujourd'hui, ils passent à l'offensive, ils croient passer à l'offensive, dont l'objectif premier est de nous paralyser, de nous tétaniser, de nous prendre au dépourvu. Comme si seulement que le peuple aujourd'hui. Je rends hommage aux étudiants. Les yeux aujourd'hui encore, et nous allons montrer quelques images. Les yeux de la révolution, les yeux du peuple et le poumon de la révolution. Et l'avant-garde, le fer de lance. Exactement. Lui ont répondu de la belle manière. Il y a un slogan qui a attiré mon attention. الحكاية باينة والدولة خاينة عدالة التليفون والقايد ولا فرعون. Le génie populaire produit de ces slogans qui dépassent toutes les analyses politiques et tout ce qu'on peut éventuellement essayer de comprendre. Et l'autre, yahna yantouma, yahna yantouma, wallah mana habsin. On ne s'arrêtera jamais. Gaïd Salah, il veut dire que je suis là, je suis maître à bord. Je n'ai pas peur. Mais ça cache la fragilité du régime, la déliquescence de ce régime, mais aussi pire. Avant, il tenait compte des formes. Oui. Mais non, même pas les formes. Mais justement, Saïd. Il ne tient même pas compte des formes. Justement. Et qui nous dit que Gaïd Salah n'a pas été piégé,
Gaïd Salah qui n'est pas un foudre de guerre, on est tous d'accord, qui n'a pas été piégé par cette partie de la junte qui est invisible, puisque lui, c'est la seule partie visible. De gens qui n'en sont pas moins importants pour ne pas être visibles. Ça se serait scénarisé pour vous. Oui. Est-ce qu'on ne l'aurait pas poussé pour amener la situation à un état de pourrissement et s'en débarrasser après, le jeter en pâture à son tour à la foule? Jamel-Din, Oui. accepter le piège, c'est de faire un objet de fixation sur simplement Gaïd Salah. Il est vrai qu'il est le porte-parole, mais nous parlons du système, du changement radical du système. C'est-à-dire, si lui, il accepte, il est poussé, ou on n'en sait absolument rien, ça c'est digne des films à la Hitchcock, ou je ne sais pas, à la hollywoodienne, ou je ne sais pas, ça leur appartient, ça ne nous appartient pas. Le peuple est en révolution. Il est vrai que le régime est caractérisé par un certain nombre d'attributs, dont les rites sacrificiels. Ils sacrifient une certaine partie pour essayer, se disant qu'ils vont absorber la colère, la diversion. Et nous irons, selon un certain nombre de déclarations des uns et des autres, les clivages. Ils vont essayer de renouer avec un certain nombre de clivages pour pouvoir créer une diversion et faire dépeindre le pourrissement dont est le régime dans la société. La provocation. Et nous avons bien vu des manifestants, des citoyens algériens qui ont été roués de coups, étant par terre. C'est une provocation. Le drapeau Amazir, ceux qui ont été incarcérés parce qu'ils sont porteurs du drapeau Amazir, ce sont des... Mais à quoi le commandement militaire qui détient le pouvoir depuis 1962 à aujourd'hui. Il faut qu'ils sachent une chose, que l'Algérie n'est pas une caserne. Ils doivent savoir aussi que le corps électoral n'est pas un corps désarmé. Et pourtant, que le chef peuple d'état-major algérien a convoqué le corps électoral depuis une caserne, il a fixé la date des élections depuis une caserne, et je vais vous arrêter ici, Saïd Akini, puis on reprend. Et la question que j'aimerais poser pour ensuite revenir à ce sujet dont on n'a pas encore épuisé tous les ressorts, j'aimerais, je vous donne la parole, j'aimerais qu'on parle un peu de cette catégorie de gens dont on nous dit qu'elle est très nombreuse alors qu'il n'en est rien. Sinon, elle aurait organisé une marche un vendredi en faveur de Gaïd Salah, ce qui n'est pas le cas. Malgré tous les appels qui lui ont été lancés, ils n'ont pas été capables de remplir une salle de cinéma. J'aimerais qu'on puisse parler de cette catégorie de gens, comment elle est, comment elle réagit, comment elle réfléchit. Et nous allons écouter une dame qui fait partie de ces gens, qui soutient à la dictature, comme elle le dit elle-même. Et nous allons essayer d'en parler avant de revenir au sujet de la convocation du corps électoral. L'image est tout de suite. لا يا أخي لا نرجعوا لأصلنا سبحان الله. استسلخنا كاع عدنا نمشوا في الزقاق ما نعرفوش المرأة من الراجل ورانا رايحين. هذه الحرية داتنا في 60 داهية. هذه الحرية يا خويا أنا مع الدكتاتورية التي تحفظ لي القيم، مع الدكتاتورية التي تحفظ لي الآخر. Donc voilà, ce régime, malgré la situation atroce dans laquelle nous sommes, malgré ces millions d'Algériens qui sortent pour exiger l'avènement d'un véritable état de droit, il y a de ces gens-là, certains les appellent Doubab, Baltagia, les mercenaires, les rangéristes, rangers sophiles, je ne sais pas quoi. Mais comment raisonnent-ils? Pourtant, ils ne sont pas nombreux, ça se saurait sinon. Ils auraient fait une manifestation. Comment ils fonctionnent, ces gens? Ils auraient montré leur capacité déjà de mobilisation. Absolument, ce qui n'est pas le cas. Oui. Ils n'arrivent même pas. Ils ont un jour fait une manifestation à la Grande Poste, ils étaient une centaine et ils faisaient des dégorgements. Oui, je me souviens, ça a été l'objet d'une émission. On avait vu. Juste approfondir à ce que disait M. Aknin, c'est quand il parlait d'état-major, la question qu'on doit se poser, qui doit nous interpeller aussi, Saïd Brahim, c'est de se dire, est-ce que c'est une démarche singulière, individuelle du chef d'état-major, ou est-ce qu'il a le consentement de tout l'état-major et des chefs de région? Est-ce que par ce type de comportement, il ne met pas la cohésion du commandement militaire en jeu? Ces questions-là doivent nous agiter aussi. Mais comme il y a une opacité la plus totale, on ne peut pas avancer. Et deuxième chose, c'est quand il nous dit dans ses discours,
c'est donc l'Yed al-Kharijiyya, c'est la main étrangère. Vous êtes des traîtres. Rappelez-vous, monsieur, à vous ici, mes amis, le chassé-croisé Macron-Poutine, qui nous disent quelle est la main étrangère. Il dit, je vais vous montrer les preuves après. Quels sont les individus qui, disons, trahissent, complotent contre l'État et la nation algérienne. Je vais juste terminer, monsieur Bensouf, s'il vous plaît. Quand il y a ce genre de choses, monsieur Macron a bien interpellé publiquement dans une conférence de presse monsieur Poutine, qu'on ne peut pas dire que c'est un grand démocrate, il est dans la démocrature. Il lui a dit, vos deux médias, Russia Today et Sputnik, ont déstabilisé l'élection française. On attend de M. Gaïd Salah qu'il nous dise quelle est cette main étrangère. On veut savoir. Nous ne sommes pas des citoyens débiles. Nous pouvons comprendre. Et j'aurais terminé, excusez-moi si j'étais... Et nous allons revenir d'abord sur ce sujet de ces gens qui sont le soutien devenu désormais naturel de Gaïd Salah, de la junte, de ces gens qui s'opposent au peuple algérien. Puis nous allons revenir à ce que disait Idil, qui est très intéressant, par ailleurs. Ces gens, comment ils fonctionnent? Quels sont leurs ressorts? Qu'est-ce qui les fait bouger? Qu'est-ce qui les anime? Psychologiquement, on ne peut pas répondre à cette question-là. D'abord, cette frange-là de la société qui existe, indéniablement, qui soutient et qui a toujours soutenu la dictature. Sinon, la dictature n'aurait pas tenu 50 ans. Parce qu'elle tient. Parce qu'il y a cette... Mais aujourd'hui, qu'il y a des millions... Oui, absolument. Aujourd'hui, Brahim Younsi, qu'il y a des millions d'Algériens dans la rue qui sont en train d'exiger l'avènement d'un état de droit. Ces gens, ils devraient avoir un peu de pudeur. Avant, à la limite, c'était le silence des cimetières. Mais là, en ce moment, il y a des millions d'Algériens dans la rue qui crient, qui sont heureux de revendiquer leur liberté. Et ces gens qui viennent, ils disent non, nous, on préfère la dictature. Bon, on les a vus. C'est une infime minorité. Oui, mais il n'en existe pas moins. Oui, une infime minorité. On voit c'est la décimale, je suis désolé. Mais vous parliez tout à l'heure, est-ce que c'est Gaïd Salah? Gaïd Salah se pose, qu'on le veuille ou non, depuis le 2 avril, en souverain. Dans le sens que... Général-président. Oui, non, mais voilà, il est le souverain. Il est le souverain parce que c'est lui qui décide. Il est dans la décision. Il est dans le décisionnisme. Parce que vous parliez tout à l'heure de Ben Salah, de Abdelkader Ben Salah. Abdelkader Ben Salah n'a aucune prérogative, il n'a plus aucune prérogative parce que Gaïd Salah le sait aussi bien, la Constitution n'existe plus. Idir, tout à l'heure, a parlé de la légitimité du chef d'état-major. À mon sens, il n'a aucune légitimité, ni constitutionnelle, ni politique. Oui. Il n'y a aucune légitimité. Il n'a même plus de légalité. Il n'y a même plus de légalité aujourd'hui dans notre pays. Et vous avez fait tout à l'heure allusion à l'Assemblée, entre guillemets, nationale populaire, où quelques personnes sont venues parce qu'ils ont un salaire à assurer. Nous ne sommes plus dans le politique. Celui qui est dans le politique... Et soit dit en passant, des députés qui font partie de partis politiques qui se disent opposants. Tout à fait. Et qui gardent leurs députés dans un parlement fantoche. Pour le moins qu'on puisse dire, tout à fait. En restant poli. C'est la raison pour laquelle je parle de salaire. Parce que le salaire de ces Ce ne sont pas des indemnités. Voilà. Ce sont des salaires. Voilà. Parce que sinon, on leur des rémunérations. On leur aurait coupé le salaire. Oui. Mais Saïd, tout à l'heure, a fait allusion au peuple. Oui. Le peuple est dans deux choses fondamentales, me semble-t-il. Un, il est dans le politique, réellement le politique. Vous avez cité tout à l'heure un slogan. Et il est dans les idées. Il produit du sens, il produit des idées. Il est véritablement dans le politique. C'est le peuple qui est dans le politique. Et les élites, je suis désolé de le dire, bon, même si tu as cité tout à l'heure, et je ne fais pas allusion à cela, à Chabani, que moi-même, je condamne son exécution. Les élites et le pouvoir, la preuve en est dans l'histoire. On ne cesse de nous rabâcher l'histoire. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une autre étape historique. Et cette étape historique, le peuple l'a bien compris. Les idées, et il en produit tous les jours, tous les vendredis. Les étudiants en produisent
tous les mardis, et il est dans la réalité politique du pays. Moi, je vais juste rebondir sur ce que dit Ibrahim. Il y a 2 mythes fondateurs chez nous. C'est tout le mouvement national avec les déclarations du 1er novembre. Bon, pour moi, il y a d'autres révélateurs. Et le deuxième mythe fondateur, c'est justement cette révolution du sourire à partir du 16-22, qu'anime cette jeunesse qui est magnifique. Quant à l'état-major, y compris dans la décision qu'il a prise d'aller vers la présidentielle, de mon point de vue, ça dénote au moins 3 choses. L'affolement, la peur, la panique. Il sait qu'il a perdu. Ils sont dans l'impasse. Ils sont dans l'impasse. Il sait qu'il a perdu. Mais s'ils sont dans l'impasse et qu'ils savent qu'ils ont perdu, est-ce qu'ils veulent en sortir par autre chose que bien évidemment. Par la violence, éventuellement éventuellement. Un état d'exception, un état de siège éventuellement. Non, l'état de siège ne suffirait pas. Oui, éventuellement. Ça maintiendrait les institutions. Donc, l'affolement, la peur, la panique. Et ce sera le deuxième échec de l'armée. Oui. Parce qu'il y a eu le premier, l'élection n'a pas été jouée. La deuxième de décembre, tout va se jouer là. C'est dans ce laps de temps. Parce que l'état-major, et Gaïd Salah en particulier, sait et savent que le peuple qui a remporté de multiples victoires ne renoncera pas et ne renoncera jamais. Il ne reculera pas, ne renoncera pas à ses victoires. Et l'état-major, le pouvoir, le système, c'est que le peuple est dans la reconstruction de l'unité nationale que Gaïd Salah et tous ses acolytes veulent absolument détruire par la décision qu'il vient de prendre. Fracasser, détruire. En effet, et en partie, je suis tout à fait d'accord que l'élite, elle est passéiste, elle n'est pas dans l'histoire. Évoquer un événement historique pour ne pas reproduire un certain nombre d'erreurs, c'est mieux avancer, c'est pour mieux avancer. C'est celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. Il est vrai que notre peuple, notre grand peuple est en mouvement. Il est vrai aussi qu'une partie infime du peuple était inféodée, et ce depuis des années, afin de préserver ses intérêts. Il y a un autre qui vient de rejoindre pour pouvoir prendre sa part du gâteau. C'est ainsi qu'a fonctionné le régime, et c'est comme ça qu'il s'est régénéré depuis l'indépendance confisquée aujourd'hui, bien que Mohamed Harbi, dans l'un de ses ouvrages, il dit que la base sociale du régime n'a pas changé depuis l'indépendance aux années 2000. Hein. Il a écrit aux années 2000. J'ai entendu hier celui qui préside cette commission, le panel. Panier de crabe. Il y en a qui disent panette. Panette ou la panier de crabe. Panel. Je sais pas. Donc, il disait que depuis maintenant 2 mois, je crois, il a consulté 30 partis politiques, 6 000 associations. 6 000 6 000 associations. Vous êtes sûr du chiffre Je l'ai bien entendu. Parfait. J'ai même entendu aujourd'hui qu'elle était incapable de répondre à la question de ce jeune auquel je rends hommage. Pourquoi qu'il fait tout ça? Il était incapable. Et il est incapable de beaucoup de choses, dans le sens de la dignité. Est-ce que vous savez, Saïd, la fille qu'on a montrée tout à l'heure en train de dire... Est-ce que Justement. vous savez qu'elle a été... Comment ils l'ont connue et invitée à devenir membre de cette assemblée de... J'ai vu déjà une vidéo d'elle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est passée à la télévision. Exact. Quand ils ont remarqué qu'elle a dit ça, ils l'ont invitée. Elle est devenue membre de ce panel ou de cette assemblée de sages, je ne sais pas comment ils appellent. Et elle a été applaudie. Quand elle a dit qu'elle préfère la dictature. Elle a été applaudie par les membres de ce panel. Mais de avant assemblée. Avant qu'elle fasse cette vidéo, elle avait fait déjà une autre que nous avons regardée sur le net. Et c'est pour ça que je dis que le régime fait dans le racolage. Regarde, il essaie de suivre, et puis par la suite, ils essayent de faire miroiter seulement cette fille. J'ai envie de lui répondre pour lui dire son langage ما تقوله هذه الأخت هو
من مقال تاع المراهقين السياسيين. هل عرفتم الديكتاتورية لها قيم ومبادئ في العالم؟ أود أن أقدم لها سؤال: هل في العالم ديكتاتورية لها قيم ومبادئ؟ ومبادئ وقيم الديكتاتورية الجزائرية هي الاستحواذ على أموال الشعب، قتل الشعب، نهب البلاد، كسر البلاد، ومن بين أساليب النظام التعسفي الديكتاتوري تفقير الشعب. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: وكاد الفقر أن يكون كفرا؟ أمية الشعب، الآية الأولى التي نزلت: ألم تكونوا اقرأ. تشويه سمعة المناضلين، ولا تنابزوا بالألقاب، تخويف الشعب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Parce que je sais à quoi il fait référence. Et encore une fois, ils veulent nous laisser dans le clivage. Et ils veulent nous pousser en disant que voici, la dictature, elle défend les valeurs conservatrices, les valeurs ancestrales. Quelles valeurs ils ont, le régime? Ce régime qui a tué 200 000 personnes, qui a fait disparaître 20 000 personnes. Ce régime qui a construit l'échec. Ce régime qui fait le chantage au chaos. Saïd, est-ce que vous avez entendu parler de cette tentative qui a lieu en ce moment même, hein? C'est réellement un véritable complot qui consiste à semer une sorte, plutôt à diluer au sein de la révolution cette peur, l'agitation de cet épouvantail islamique, de dire aux gens: attention, comme il vaut mieux ce régime que les islamistes, parce que les islamistes sont sur le point de récupérer le mouvement. Est-ce que vous en avez entendu parler? Vous savez, on a observé beaucoup de choses. On a observé ces velléités de cliver, encore une fois, entre islamistes et démocrates. C'est pour cette raison qu'ils avaient sorti Novembria Badissia, qui en soi, que veut dire? Absolument rien. Ça ne veut absolument rien dire. C'est très clivant. Il est vrai qu'ils essayent en fait de nous éloigner de la véritable problématique. Ils essayent de nous éloigner. Ils essayent de, en fait, l'opposition qu'il y a entre le peuple et le commandement militaire, ils essayent de la transférer entre une partie du peuple et une autre partie du peuple. Et le commandement militaire, il va jouer l'arbitre. Voilà, Voici le piège. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un seul ennemi. C'est le système qui doit changer et le régime qui doit partir. Aujourd'hui, on est dans l'union. Ils veulent porter atteinte aux 3 forces de notre révolution. Je dirais bien aux 4 forces de notre révolution. La première, c'est la non-violence, Silmiya, Felouith. La deuxième, c'est l'union. Ils ont essayé, Silmiya, ils ont essayé de frapper, ils ont essayé de manipuler, ils ont essayé de semer la violence dans la société. Pour nous diviser, parce que l'union, c'est notre force. Ils ont essayé de jouer l'Arab Qbaïl et le génie populaire. القصبة بالوادي مزيغا العرب قبيل خوا خوا والقيادة العسكرية مع الخونة. Vous savez, le génie populaire, comment il leur a répondu? Et la troisième de nos forces, c'est la résistance. C'est pour ça qu'ils essayent de jouer aussi sur cet élément, c'est très important, je termine. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de... Certains instruments qu'ils manipulent dans la société, ils essayent de créer un sentiment d'impatience. Mais depuis 6 mois, on n'a rien fait. Mais depuis 6 mois qu'on marche, on n'a rien produit. Mais depuis 6 mois qu'on est en République, on n'a rien obtenu. On n'a rien proposé. On n'a rien. Ils essayent à travers ça, encore une fois, de diviser le peuple. Mais ça est très vite, pour faire tourner un peu. هذه تاع نوفمبرية j'étais tenté de dire bandissia. Oui. هذه نوفمبرية bandissia هذه. Elle existe. Il y a des tenants qui la brandissent dans leurs pancartes, qui en parlent, même s'ils ne sont pas très nombreux. Mais ils viennent d'où, ces gens? Ils sont intéressés, ils sont rémunérés, c'est des naïfs, ils sont un peu comme ces gens du pays profond qui adhéraient au FLN par sentimentalisme qu'ils ont hérité de la Révolution. Vous savez, Djemeldine, il y a plusieurs catégories.
La première des catégories, ce sont les naïfs et la présomption d'innocence. Il y a certains qui peuvent croire. Ils sont naïfs. Pour lui, Doula, il y a le général, il y a le président. Et le système, il a fait en sorte, justement, de cristalliser et de construire et de bâtir ce genre de sentiment dans la société, à travers plusieurs mécanismes. La deuxième catégorie, طماعين. راهم يديروا هكذا يرفدوا اللافتات بالك ما يمدوهم شويه كاطو ولا ما يمدوهم شويه كاشي. Tel panel, ceux qui ont été Il y a une troisième catégorie, c'est la catégorie de Hassan Ronjas. Cette catégorie, ce sont des vendus, ce sont des cachiristes depuis X temps. Et ça, si on s'intéresse au profil et les gens des du uns et panel, des autres. les gens du panel et de cette fameuse assemblée de sages. Quand on a servi le régime un jour, on lui servira pour toujours. Ce que je voulais dire, au-delà de ce que disait M. Aftin, c'est que Novembria Badissia pose un problème, pose un vrai problème de fond. C'est un problème politique, éminemment politique. La pensée de M. Ben Badis, qui était réformiste, il faut dire aussi que ça a commencé pratiquement au même moment que l'étoile nord-africaine. Il y a eu de grands penseurs chez des ulama. Ils ont eu un rôle à jouer, mais ça n'a pas été le rôle qui a été inscrit dans l'histoire. Il y a des témoignages de M. Boudiaf, etc. Nous devons exorciser ça, parce que nous devons être apaisés. Novembre est un mythe fondateur. Novembre ne doit pas être touché. Eu égard au sang versé en commun, on ne touche pas à novembre. On peut discuter de la Souma. Moi, c'est ma référence. Ce n'est pas la référence de Brahim. Il a des choses à faire. Nous sommes dans le débat. Je n'ai pas de souci. Mais Novembria Badissia, c'est véritablement de la manipulation et de l'antagonisme qui n'a pas lieu d'être. Parce que ratisser large. Mais vous savez, vous avez vu sur les journaux. C'est un sujet. Je te laisse terminer. Excuse-moi. Oui, je t'en prie. C'est un sujet éminemment politique, éminemment clivant. Mais c'est pas cousu de fil blanc. Dès que ça sort du jour au lendemain, mais c'est pas. Badissia, Novembria. M. Guessoum. Il n'y a pas très longtemps, il intervient assez régulièrement sur... Il faut dire aussi que les ulama, c'était des réformistes. Les ulama, c'est des... Ibrahim, tu me corriges, c'est des salafistes très doux. Très doux. De l'époque, oui, très doux, bien évidemment. Il y a des textes. Ils ont joué un rôle éminemment... ils ont socialisé des choses, parce qu'il ne faut pas leur dénier ce droit. Ils ont socialisé des choses. Mais au moment de la Révolution... C'est l'accouplement, excusez-moi de ce mot, c'est le fait de mettre Novembria Badissia, c'est pour susciter justement de gros clivages. C'est ça le problème. À point où certains traitent cet accouplement, comme vous dites, d'oxymore à la limite. C'est très clivant. Je ne sais pas, Brahim va répondre parce qu'il connaît bien le sujet. Les ulémas n'ont jamais revendiqué le 1er novembre. Ils l'ont jamais. Ils l'ont rallié par la suite. Non, même bien si, après, c'était au Caire, il y avait le Cheikh Talib El Ibrahimi, ils ont essayé de créer le FNA, le Front National Algérien. Absolument, voilà, parce qu'il a signé, Cheikh El-Bachir a signé en 1955 un communiqué ralliant la lutte armée. Mais nous n'allons pas aller dans les détails. Non, je ne vais pas dans les détails. C'est juste pour essayer d'expliquer la conformation mentale de ces gens qui soutiennent le régime. C'est pour dire tout simplement que les ulémas n'ont jamais revendiqué le 1er novembre. Ce n'est pas eux qui l'ont fait. D'abord. Non, ce n'est pas eux qui l'ont fait. Les ulémas ne l'ont pas fait, ni l'UDMA ne l'a fait, ni les communistes ne l'ont fait. Et si je reprends la plateforme de la Soumam, la plateforme de la Soumam ne fustige pas les ulémas, comme elle fustige au contraire, comme elle fustige le Parti communiste. D'une sévérité extraordinaire contre les communistes. Mais ces gens qui se disent aujourd'hui... Ces gens qui se disent aujourd'hui, nos femmes barrées, Badissi. Ce que je voulais dire. Et qui soutiennent le régime. Ça tend à quoi et ça explique quoi? Parce qu'on a posé Gaïd Salah comme un novembriste de la première heure. Bon,
donc les non-humoristes, bon, il y a un gros souci. Et puis, l'association des oulémas avait essayé de récupérer. Oui, mais les soutiens de l'actuel régime, oui, mais qui sont contre leur peuple, qui sont contre les millions de gens, qui eux-mêmes n'arrivent pas à investir la rue. Et à mon avis, cela est marginal. Cela est très clivant. C'est pour ça que nous en parlons. Oui, cela est marginal, me semble-t-il. La preuve en est que le soufflet est tombé. Tout dépend maintenant de l'instrumentalisation qu'en feront le soufflet est tombé. commandant militaire. Oui, sans doute. Mais le soufflet est tombé. Je veux dire qu'il y a eu, à un moment donné, effectivement... Mais c'est très marginal, me semble-t-il. Tout cela est très marginal parce qu'il y a une masse de la population. Si vous me permettez, juste à tout à l'heure, par rapport à la dame de tout à l'heure, il est vrai qu'elle parle de dictature, etc. Mais cela ne nous empêche pas, nous, de parler des valeurs. Parce qu'il ne faut absolument pas que les valeurs soient récupérées par d'autres. Que, par exemple, la question démocratique ou de la démocratie soit chargée, je vais employer un mot, exclusivement de valeurs occidentales. C'est un débat qu'il faut absolument que nous puissions mener. Elle dit on ne reconnaît plus les hommes des femmes. Oui, ça veut dire ces valeurs-là très vestimentaires, on s'en passerait à la limite. Mais sinon, Brahim Younsi, moi j'ai une question pour vous. Le problème n'est pas là, moi c'est ça. Moi j'ai une question pour vous. Oui. Monsieur Benchenouf, je ne parlerai plus si c'est, mais je souhaiterais répondre simplement à M. Abrahim. Ma condition, vous ne sortiez pas du sujet. Non, juste le reprendre sur la Soumane. D'accord. Quand il a dit l'UDMA n'a pas rejoint, les Olamas n'ont pas rejoint, le Parti communiste n'a pas rejoint. Le Parti communiste a créé des maquis. On est d'accord. Cependant, vous savez, c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de Abdel Ramadan. Il les a été voir individuellement. Vous rentrez en tant qu'individu à l'intérieur et vous laissez vos étiquettes d'autorité, je mets fin à cette discussion parce qu'on va dévier. Alors, on le reprendra. L'armée. Tout à l'heure, Idir a parlé d'arbitre. L'armée qui s'est arrogé le rôle de l'arbitre. Elle ne veut pas dialoguer, elle. Elle ne veut pas négocier encore moins. Elle dit non, moi je suis en retrait, papoter entre vous, et après je vais voir, en fonction de ce que vous allez papoter, de ce qui convient de retenir ou non. C'est un véritable arbitre. Et l'armée a refusé, de façon tout à fait, j'allais dire, violente, de s'asseoir à la table des négociations. Il n'en est pas question. Or, aujourd'hui, en plus de ce rôle d'arbitre qu'elle s'est arrogé, ne voilà-t-il pas, et c'est le titre de notre émission, Algérie, le chef de l'armée en général président. Maintenant, le chef de l'armée ne dit plus non, l'armée ne s'occupe pas de politique, elle se confine à ses prérogatives constitutionnelles, nous, on est là pour accompagner le Hirak. Non, maintenant il dit la convocation du corps électoral doit se faire le 15 septembre et les élections doivent se faire le 15 décembre. Et il manquait que capitaux, point d'interrogation. Qu'est-ce qui a fait que, en plus des 3 points que vous avez cités tout à l'heure, la panique, l'affolement, qu'est-ce qui a suscité cette folle déclaration? C'est complètement absurde. C'est maintenant, précisément, pourquoi est-ce que Gaïd Salah a été induit en erreur? Est-ce qu'on s'est servi de lui pour le mener vers une autre sortie? Est-ce que réellement il a des ambitions présidentielles et que maintenant il prend le taureau par les cornes? Est-ce qu'il a des assurances depuis certaines puissances qui téléguident un peu, disons, les proconsuls qu'ils ont mis en place pour diriger les pays qui les servent? Brahim aussi. Tout cela est possible. Tout ce que vous dites est possible. Mais simplement, l'état-major, Gaïd Salah, ne s'est jamais posé en arbitre. Depuis le 2 avril, et je l'ai dit tout à l'heure, et je l'ai dit au lendemain du 2 avril, que Gaïd Salah était le souverain, il se pense comme le souverain, qu'il est dans le décisionnisme, et il le dit, il le répète, je décide. Je décide. Il vient tout simplement de... Mais l'arbitre, c'est lui qui décide. Non, l'arbitre ne décide pas. L'arbitre laisse les gens là et puis il dit « je décide de faire ceci ». Non, l'arbitre en général ne décide pas, il est dans la neutralité. Dans les normes, dans les règles, dans les lois. Il est dans la neutralité, un arbitre, il est neutre par définition. Mais là, l'état-major n'est pas dans la neutralité. Il n'a jamais été dans la neutralité. Je vais aller plus loin.
Gaïd Salah est dans une attitude fascisante, fasciste, en imposant au peuple ce dont le peuple ne veut absolument pas. La volonté populaire est niée par l'état-major et par Gaïd Salah. Cela, c'est du fascisme et nous prépare, cette dame n'a peut-être pas tort quand elle parle de dictature. Il y a une fascisation de l'état-major et de Gaïd Salah. Et il montre un fascisme hideux, en imposant ce qu'il impose au peuple algérien. Parce que le peuple n'a pas cessé de dire, depuis avant le 22 avril, depuis le 16 avril, Kharrata, le peuple a dit non au régime, a dit non au système, et qu'il voulait absolument le changement du système politique. Vous avez parlé de Kharrata, il faut aussi, parce que ça devient une polémique, il faut parler aussi de Khenchela et de Borch. Non, quand je dis, oui, quand je dis Kharrata, parce que Kharrata sont sortis le 16. Non, ça veut dire avant le 22 novembre, les trois événements qui ont vraiment pesé, ça a été Borch, Kharrata et On ne peut Khenchela. pas, oui, c'est vrai, mais le Kharrata sont sortis le 16, c'est juste pour rendre, et les autres ont suivi après. Borch le 15 et Khenchela le 16. Oui, bien sûr, évidemment, c'est pas une concurrence des mémoires ou une concurrence entre les villes. Ce n'est pas Oui, mais il y a cela beaucoup de susceptibilité dans cette question et c'est pour ça que j'ai tenu. Dans cette élection présidentielle que souhaite le chef d'état-major, on ne règle pas les problèmes, combien même cette élection se tiendrait. Qu'est-ce qu'il faut après? Les partis politiques sont complètement disqualifiés. Non, mais c'est important au niveau de l'architecture institutionnelle. Comment peut-il tenir des élections dans un pays où 90% au moins des gens disent non, on ne votera pas? C'est la raison pour laquelle, comme beaucoup d'autres, je suis convaincu que cette élection n'aura pas lieu. Cette élection ne se tiendra pas. Je vous laisse poursuivre et après on reviendra sur cette question avec Saïd. Cette élection, elle n'a de sens que si elle est accompagnée au départ par ce que tout le monde dit, soit un processus constituant, ou à la limite une déclaration de constitutionnalité. Vous imaginez un candidat à la présidence de la République avec les attributs que lui confère la Constitution, un pouvoir de droit divin au président de la République, avec une loi électorale comme ça, même s'ils peuvent l'amender. Alors cette histoire d'indépendance de la commission, en 3 mois, ils vont écrémer le fichier électoral. De qui se fout-on? La présidentielle, c'est là que réside la contre-révolution. Certains ont voulu jouer l'économie, la catastrophe économique qui nous attend, pour dire nous allons vers la contre-révolution, il faut tout arrêter. Et aujourd'hui, c'est la présidentielle qui fait office de contre-révolution. Ce que je veux dire, c'est que la décision que le chef d'état-major a prise, en toute souveraineté, entre guillemets, parce qu'il est dans le décisionnisme, c'est une exacerbation, et tu l'as dit tout à l'heure, du conflit. D'autre part, il rend le climat, par la décision qu'il vient de prendre, encore plus toxique qu'il ne l'était il y a encore quelques jours. Parce qu'après, juste avant que Brahim intervienne, c'est que toute l'architecture institutionnelle est à revoir. Les questions qui doivent agiter non seulement Saïd, ses camarades, tout le monde, c'est quel type d'institution il nous faut. Est-ce qu'on ne vit pas une crise démocratique? Est-ce que les institutions qui sont prévues dans la Constitution vont nous libérer, vont nous donner plus de démocratie, plus de liberté? Quel régime choisir? Parlementaire, semi-présidentiel, présidentiel? Ces questions doivent agiter la classe politique. Ça, c'est un. On va à des élections avec une assemblée, il sera obligé de dissoudre le président. Vous allez élire quelqu'un qui a un pouvoir de droit divin. Donc il y a un problème à la fois de régime, Saïd l'a souligné au départ. Il faudrait un débat national sur ces questions. Maintenant, si on rentre dans un processus constituant, c'est un minimum. Si on rentre dans la constituante, ça paraît évident. Mais le processus constituant, est-ce qu'il ne pourrait pas prendre beaucoup de temps, provoquer des polémiques, notamment sur certains points identitaires, religieux? Oui, par rapport à ça, ça peut se discuter. Si on a des hommes sages, responsables, qui ont une vue historique du pays et du peuple, on peut y arriver. Mais il faudrait des gens sages. Il ne faudrait pas qu'on prenne des agités du cerveau. Ça, c'est très important. Alors, Saïd, il y a un moment, Brahim Moussi nous a dit qu'on veut imposer au peuple ce que le peuple ne veut pas. Oui. Nous allons voir quelques images d'aujourd'hui des étudiants qui sont en train de demander l'avènement d'un état de droit et demander à l'armée de retourner à ses casernes. Puis je vous poserai une question précise, Saïd Akne.
Saïd, depuis le 22 février, semaine après semaine, il n'y a pas eu une semelle de relâche, quasiment. Même s'il y a eu des hauts et des bas, hein, en fonction de Ramadan, de l'été. Et ce sont des millions de gens qui sortent, dans un pacifisme jamais observé dans l'histoire humaine. Ça veut dire qu'on ne connaît pas de manifestation de cette envergure qui ait duré autant de temps, sous un régime aussi atroce, où il n'y a pas eu de violence du tout, si ce n'est de la part du régime. À un point qui a fait dire à beaucoup d'observateurs que ce mouvement algérien, s'il perdure, va devenir non seulement emblématique, mais précurseur de la lutte des peuples opprimés contre les régimes de ce type, de celui qui nous opprime. Votre lecture, vous, jeune, Saïd, qui êtes très présent sur le terrain, comment voyez-vous la suite des événements? Vous savez, d'abord, le peuple algérien est un grand peuple. Le peuple algérien, si il est sorti comme un seul homme le 22 février, c'est parce qu'il a un fond qui est bon. Il est vrai que toutes les questions doivent être débattues sans tabou et sans aucun a priori. Mais ce que nous dit la rue, c'est d'éviter la résurgence destructive dans le passé. La rue, elle tranche des questions. On n'a qu'à prendre des slogans pour pouvoir les transformer en projets politiques. Comme j'ai l'habitude de dire. Par exemple, un slogan, par exemple. Oui. C'est vrai. La démocratie participative et d'initiative. Ouais. Système dégage. Madaniya machi askariya. Madaniya machi askariya. Madda 87. Souveraineté au peuple. Oui. Tous les slogans sont des programmes politiques. Sont des programmes. Du moins de grands principes fondateurs. C'est d'avoir l'humilité de pouvoir les capter et de les transformer en projets politiques. Vous pensez qu'un jour, ces slogans... Pardon, Saïd, je vous laisse... Vous pensez qu'un jour, ces slogans pourraient être inscrits dans le livre d'or de l'Algérie en marche? Ça va s'inscrire dans les livres d'or de l'humanité. Parce que ce qui est en train de se passer en Algérie est en train de changer les paradigmes, y compris du concept révolution, oui. Du mot révolution. Oui. Parce qu'à un certain moment, il était péjoratif et il était annoté à un certain nombre à l'effusion du sang, oui. À des guerres. Violence, ouais. Ce peuple qui est sorti le 22 février, ce grand peuple qui a libéré notre pays de la troisième puissance mondiale. Notre grand peuple qui a déjoué toutes les tentatives de la contre-révolution. Aujourd'hui, comme l'a dit Ibrahim, en effet, le système se régénère par la présidentielle. Et la contre-révolution, la présidentielle, fait partie de la contre-révolution. Ce peuple qui n'a pas accepté d'être divisé, ce peuple qui a marché sous 40 degrés, 50 degrés. Ces étudiants, malgré la chaleur, malgré que les campus étaient fermés, qui ont continué à marcher pendant l'été. Ce peuple qui a marché le mois de Ramadan matin et soir. Ce peuple auquel on a fermé Alger, mais il trouve le moyen d'y arriver.
Ce peuple est fabuleux. À pied, bien souvent. Il y a plusieurs. Il y a ceux qui sont partis en bateau, il y a ceux qui sont partis à pied, il y a ceux qui partent la veille, et il y a un vieux de 75 ans, 80 ans, qui part de Boumardès jusqu'à Alger, tous les vendredis en vélo. Vous voyez, c'est plusieurs expressions de Comment ça se fait que la presse, de la volonté. comment ça se fait que la presse française observe un tel blackout sur ces questions? Pourtant, l'Algérie est en face avec 4 millions d'Algériens sur son sol, ou du moins de personnes d'origine algérienne. Comment se fait-il que des médias comme France 24, par exemple, a commencé par parler de quelques centaines de manifestants au moment où ils étaient des millions, puis quand on les a appelés pour leur faire la remarque, ils ont parlé de quelques milliers? J'arrive à cette question. Mais avant, je dirais que le peuple algérien ne rentrera pas chez lui avant la réalisation de ses objectifs, de ses rêves. Et les rêves du peuple algérien ne rentrent pas dans les urnes du régime. Ils sont tellement beaux, ils sont purs, ils sont énormes, ils travaillent tellement l'intérêt de l'Algérie qu'ils sont incontenables dans leurs urnes, dont ces urnes nous rappellent le traficotage, nous rappellent les pires pratiques de ce régime. Quant aux puissances étrangères, la France, en effet, ils ont commencé d'abord par nous dire moi, j'avais vécu ça en République. J'avais vécu un certain nombre de pratiques qui me faisaient penser qu'on était peut-être dans une dictature, dans une forme de dictature. Ils n'ont pas accepté à ce que nous, on dise un changement du système et changement du régime. Pas seulement Bouteflika. Ils n'avaient pas accepté. Ils faisaient le tri. Certains médias faisaient le tri, comme si on leur donnait qui il fallait interviewer. D'autres, ils ont fermé la porte à toutes les voix autonomes. D'autres, on t'appelle et on te dit dans les coulisses, on te donne la prescription de ce que tu vas dire. Donc, un pays, pour qu'il y ait de la corruption, il faut un corrupteur et un corrompu. Donc, pas simplement la France. L'Algérie est un grand pays. Il y a de grands enjeux. Les richesses humaines, les richesses naturelles. Il y a certains, à un certain moment, ils ouvraient les vannes, allant jusqu'à revoir les accords d'Évian au Val-de-Grâce, allant jusqu'à ne pas faire la lumière sur l'assassinat d'Ali Msili et d'extrader son criminel, allant jusqu'à donner l'ordre pour l'arrêt du processus électoral. Donc nous disons à ce pays, l'Algérie est indépendante et souveraine. Le peuple algérien l'a décidé. Les relations qu'elle a, l'Algérie, avec l'ensemble du monde, le Qatar, les Émirats, la Russie, la France, même si tous les pays appellent les leurs, ils les convoquent. Le Qatar, les Émirats, la France, l'Angleterre, la Russie, ils appellent leurs éléments. Certains qu'on appelle injustement des leaders politiques, leaders du Hirak, personnalité nationale. Ils les appellent dans leur chancellerie. Ils donnent des visas à leur famille entière. Par contre, ceux qui sont souverains et autonomes, on leur refuse leur visa. Et là, nous disons une chose. On n'est pas achetable, ni avec un visa, ni avec rien du tout. L'Algérie, le peuple algérien, sont au-dessus de tout. Nous disons à tous ces pays, les relations d'avant le 22, elles ne seront plus les relations après le 22. Alors, Idir, une question que se pose tout le monde. Pourquoi ce régime, plutôt pourquoi les généraux, les chefs de l'armée, les vrais maîtres du pays, les seuls maîtres du pays, avec leurs sponsors d'ailleurs, pourquoi veulent-ils imposer des présidentielles? Pourquoi veulent-ils faire élire un président? Est-ce qu'ils l'ont déjà sous le coude? Ce n'est même pas une histoire de l'avoir sous le coude ou pas. Vous savez, si on met tous les éléments constitutifs de la crise algérienne sur le plateau, là, dans un carré, on trouvera. Les 4 secrétaires généraux de la coalition présidentielle de la Bouteflika sont en détention provisoire. Que deviennent leurs militants? Des militants sincères, quoi.
Vous parlez sur des lequel, partis politiques? Oui, des partis politiques, RND, évidemment. FLN, Vous avez TEJ, FLN, RND, etc., etc. Ça, c'est le premier élément. Est-ce que certains leaders politiques, et peut-être un ancien Premier ministre, n'a pas eu des contacts avec l'état-major pour pouvoir éventuellement représenter et se présenter aux élections présidentielles? Quand vous voyez la déclaration, je suis désolé, de M. Jaballah, qui est réputé pour être quelqu'un qui est relativement dur, à dire « Ah oui, l'élection présidentielle, l'état-major, c'est peut-être un peu précipité ». Ça ne correspond pas, donc probablement qu'il a dû être traité, et d'autres aussi. Il y a une nouvelle coalition qui va s'articuler autour de la décision d'aller au présidentiel. Le souci, c'est que cette élection n'aura pas lieu. Si ce peuple est encore mobilisé, si cette jeunesse surveille les bureaux de vote, s'ils installent un système informatique, alors là, à ce moment-là, M. Benchnouf, lançons l'idée à M. Gaïd Salah. La rue vous dit, nous ne voulons pas d'élection. Nous voulons soit une constituante, nous voulons aller à notre rythme, nous voulons changer de système, nous voulons que vous partiez tous, mais tous, ça a un sens, ça a du sens, mais il faut quand même être réaliste, ça ne peut pas faire l'objet, c'est peut-être une nuance que j'ai avec Saïd, il y a des cadres de l'État qui sont des cadres intègres, je veux dire. Maintenant, si c'est au niveau de la symbolique, je suis entièrement d'accord. Et je termine juste, M. Benchnouf, c'est qu'il fasse un référendum. Aller au présidentiel, mais pas un référendum classique, oui ou non. Avec deux questions. Mais le référendum, transition constituante, aussi. Présidentielle. Et on verra qui c'est qui va aller voter. Mais il frauderait aussi. Non, mais attention. Dans l'urne. Non. À ce moment-là, les corps constitués ne votent pas. On mettra des qui mettrait des conditions on n'est pas encore organisé. C'est la porte de sortie de l'état-major. C'est la seule. Ça, s'il va à l'échec une deuxième fois parce que la première, ça a été un échec, puisqu'il a appelé à l'élection présidentielle. Celle du 16 décembre, c'est un échec. Et c'est là où ça va se gâter. Brahim Younsi, il nous reste 2 minutes. Moi, j'aimerais juste... on va déborder un peu. Mais j'aimerais juste savoir, si demain, ils convoquent les élections, et que, très vraisemblablement, les Algériens ne vont pas y aller, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je voulais parler de cette question-là de façon précise, mais elle y répond, me semble-t-il. D'accord, allons-y. Parce que nous sommes face à deux volontés. Une volonté totalitaire, celle de l'état-major, et une volonté populaire. Et ce sont ces deux volontés qui s'affrontent. Il y a un affrontement entre ces deux mondes. La volonté du peuple et la volonté totalitaire du régime. Et le régime, il ne pourrait pas recourir à la force qui est entre ses mains et qui lui donne cette force? Non, il essaye de le faire. J'ai parlé de fascisme. Et c'est là où l'expression fasciste de Gaïd Salah et de l'état-major prend tout son sens. Prend son sens, comme vous dites. Pourquoi? Parce que le chef d'état-major, paradoxalement, s'appuie sur le droit. Dans son discours d'aujourd'hui, il n'a parlé que du droit, que de droit. Et quand on s'appuie sur le droit, c'est le fascisme qui arrive. Parce que nous sommes loin du droit. Je ne parle pas de normes, mais de droit. Le fascisme approche de nous, il est plus près de nous que notre jugulaire. Juste une précision, Brahim, quand tu parlais de normes, c'est des normes hiérarchiques. Oui, mais ça peut être des normes hiérarchiques parce que la Constitution, c'est la norme. C'est la hiérarchie des normes, tout à fait. C'est la norme. C'est juste la précision qui est importante pour le téléspectateur. Absolument, c'est la norme des normes. Tant qu'il nous parle du droit et que le chef d'état-major a le souci du droit pour nous dire il faut aller vers le droit, c'est-à-dire vers la Constitution, vers les élections. Qu'il a lui-même allègrement violé 36 000 fois. Que tout le monde a violé, et qu'il faut laisser de côté le politique dans lequel baigne le peuple, parce que le peuple est dans le politique. Et c'est le peuple qui fait le droit, à travers ses représentants, ses rêves aussi. Et nous aurons peut-être plus de chance à voir un chameau
passer par une Le chat aiguille, d'une aiguille. le chat d'une aiguille, comme vous dites, que de voir l'élection présidentielle nous emmener vers la démocratie. Bravo pour ce trait d'humour. Alors, Saïd Aknin, vraiment, en moins d'une minute. M. Jameldine, Gaïd Salah est issu d'un système qui confond entre voler et voter, qui confond entre suggérer et imposer, gérer et gouverner, militaire et civil, civil et servile. Gaïd Salah est issu d'un système qui a bridé le pays. Gaïd Salah est issu d'un système qui a construit l'échec. Gaïd Salah, quand il s'agit du domaine civil, le commandement militaire ordonne. Les partis civils abdiquent. Mais il y a un peuple qui résiste. Un grand peuple qui n'abandonnera pas, qui ne reculera pas, qui ne rechignera pas. Ce peuple, il a donné une leçon au monde. Et il va subjuguer le monde à l'avenir. Brahim Younsi, et puis un mot. Politique, il faut absolument que je le dise, Oui. qui sont dans le complexe Janus, qui ont, à la fois, ils ont un masque qu'ils montrent, 2 masques, et puis qui jouent les chauves-souris, pour nous dire, voyez, j'ai des poils, je suis... les 2 tableaux, quoi. Ben, oui, voyez, j'ai des poils, je suis souris, voyez mes ailes, je suis oiseau, et qui jouent effectivement, comme vous dites, sur les 2 tableaux. Idir, un mot de la fin. Quoi rajouter, c'est qu'il faut à tout prix que nous essayons tous ensemble de construire un nouveau contrat, un nouveau plutôt pacte d'union nationale autour de valeurs claires, les libertés individuelles, les libertés collectives, la citoyenneté, le respect des uns et des autres, de nouvelles institutions, un autre esprit. Et avec ça, je pense qu'on y arrivera. Et cette génération-là, il faut à tout prix la libérer. Il faut à tout prix qu'elle prenne ses responsabilités. Il faut qu'elle entame une rupture après vous, les gens du CRUA qui ont fait la rupture avec Messali Hadj. Il s'agit de cela aujourd'hui. Et c'est à cette jeunesse-là de prendre ses responsabilités et d'emmener le pays à bon Pas port. seulement avec le M. Hadj, mais y compris avec le comité central. Idir Nour, merci Brahim, beaucoup. Brahim merci. Younsi, merci beaucoup. Saïd Aknin. Nous ne faisons pas de rupture avec les personnes, mais avec les pratiques. Nous sommes pas Merci dans le beaucoup, parti. Saïd Aknin. Nous aimons tous les Algériens. Et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de vous retrouver.